Bienvenue dans Destin d'entreprise. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet complexe et passionnant, la reprise d'entreprise. Aujourd'hui, pour en discuter, nous avons trois invités, trois experts. Nous avons Luca Fattori, Steve Rich et Eric Matalin. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je vous propose de vous présenter rapidement. Je m'appelle Luca Fattori, je dirige le cabinet Michel Simon. Nous sommes spécialisés en fusion-acquisition en Alsace depuis 2012. Nous appartenons à un réseau national présent sur le territoire depuis 1991. Équipe constituée d'une douzaine de personnes, on intervient sur tout domaine d'activité, du commerce traditionnel à l'industrie technique. Parfait. Steve Steve Rich, donc je dirige actuellement les Panépices Fort Wenger, entreprise basée à Guerdvillers. On emploie quasiment 200 personnes pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 35 millions d'euros. Et on fabrique du pain d'épices, du biscuit et depuis peu du chocolat. Parfait. Et Eric Matalin, je dirige la société TMT à Dutenheim. On est une vingtaine de personnes. On fait tout ce qui tourne autour des métaux de l'inox jusqu'au laiton, en pliage, assemblage, découpe laser optique et j'ai un centre de thermolacage. On fait un chiffre d'affaires beaucoup plus modeste puisqu'on est à 2,5 millions d'euros. La société, elle existe depuis 20 ans et je la dirige depuis 8 ans. Voilà. Parfait. Merci messieurs. Pour commencer cette émission, nous allons essayer de comprendre ce que signifie reprendre une entreprise. Pour ce faire, nous allons faire appel à l'expertise de Lucas. Quand on parle de reprise, de quoi s'agit-il concrètement, Lucas ? Il y a deux manières de reprendre une entreprise. La première, c'est de se concentrer sur ses actifs. On parle alors de reprise de fonds de commerce, des actifs corporels, mais aussi des actifs incorporels, comme le nom, la marque, contrats qui sont en cours. Et l'autre option, c'est évidemment de reprendre la société. Il s'agit là de reprise d'actions, reprise des titres. On se glisse dans les chaussons de l'ancien dirigeant et on reprend tous les encours, incluant le stock, les créances clients, les comptes en banque, mais aussi les dettes. Très bien. Et est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre reprendre une entreprise saine et une entreprise en difficulté ? Je pense que les différences principales sont déjà organisationnelles. Une entreprise qui est en difficulté, c'est une entreprise qui est désorganisée. Une entreprise où il y a aussi péril dans la demeure, puisque le chiffre d'affaires ne suffit pas à payer les charges. Les équipes peuvent être sur le départ parce que pas payées. Les clients peuvent être sur le départ parce que pas livrés. Les fournisseurs peuvent arrêter leur livraison parce que pas payés non plus. Donc tout ça nécessite une refonte de l'organisation globale. Il y a aussi une différence fondamentale en matière de risque et de finances. Une entreprise se valorise généralement par le cash flow qu'elle peut dégager, la rentabilité qu'elle a, ou à minima par la valeur de ses actifs. Donc le chèque à faire pour l'acquisition d'une structure en difficulté ne représente pas le coût global de l'opération, puisque il va falloir supporter toute cette phase de réorganisation et de coûts cachés. À contrario d'une entreprise qui est en bonne santé, où dès le premier jour, on a un chiffre d'affaires qui permet de faire face aux dépenses du jour. Par rapport à cet aspect financier, justement, est-ce que le financement d'une reprise est un frein ? Est-ce qu'il y a des outils disponibles, j'imagine ? Le financement de la reprise d'entreprise n'est pas un frein à la reprise, mais c'est une modalité à cocher. Il existe plusieurs méthodologies pour reprendre. Il est nécessaire de mobiliser d'une part des fonds propres, un apport personnel, d'avoir recours à des investisseurs éventuels, des fonds d'investissement, évidemment de la dette bancaire, de la dette mezzanine, mais aussi des mécanismes de paiement du prix comme paiement différé qu'on appelle earn-out, du crédit vendeur qui est un crédit qui est supporté par le cédant. Tout ça est bien sûr à convenir en fonction des parties, des efforts qui sont prêts à réaliser et de la finançabilité de l'opération. Ok. Et donc, on l'a déjà un petit peu abordé, mais quelles sont les grandes étapes d'une reprise ? Alors, nous concernant, au cabinet Michel Simon, on se focalise pour l'essentiel sur des opérations qui sont dites in boni, c'est-à-dire des structures qui sont rentables, et pour lesquelles nous faisons un mariage entre un cédant et un acquéreur. Dans ce cadre-là, les différentes étapes clés qui sont à dissocier entre acquéreur et vendeur, mais les étapes clés, c'est l'identification de la contrepartie.
ou vendeur. Une phase de discussion qui entraîne des échanges constants pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Vient ensuite la LOI, la lettre d'intention, qui permet de coucher sur papier les volontés des deux parties et définir un calendrier des étapes à venir. Une fois la LOI signée, on diligente des audits qui permettent de lever le capot du véhicule et de vérifier les informations qui étaient fournies de manière préliminaire. Un protocole qui entérine les accords des parties, la levée des conditions suspensives pour enfin réaliser l'opération de cession. C'est un processus qui est relativement long, entre 4 et 6 mois, plus le délai d'identification de la partie prenante et qui peut être fondamentalement bouleversé dans le cadre d'une reprise en difficulté, d'une entreprise en difficulté, mais ça je laisserai mes deux compères en parler. Merci Lucas. En parlant de compères, justement, nous avons la chance d'avoir 2 témoignages qui illustrent parfaitement le sujet d'aujourd'hui. Steve, je pense que beaucoup de personnes te connaissent déjà, en tout cas connaissent ton entreprise, Fordwenger, énormément en Alsace et de plus en plus en France, si j'ai bien compris. Et tu as repris il y a peu l'usine Semois, et finalement, tu as repris plus qu'une entreprise, une marque, une histoire, un outil, des équipes. Peux-tu nous parler un peu de ton expérience dans cette reprise d'entreprise ? Quelles ont été, qu'est-ce qui a initié cette reprise-là ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Pourquoi tu as voulu la reprendre ? Quelles ont été les difficultés et les réussites, bien sûr, aussi. Donc, peux-tu nous parler de ton expérience avec l'usine Semois ? Oui, tout à fait. Ouais, concernant la reprise de cette usine et de ce site de Molsheim, ça s'est passé tout simplement grâce aux réseaux sociaux, parce que j'étais en congé, que pendant mes congés, j'ai vu que l'usine allait fermer. C'est une usine où, comme nombreux, on passait souvent devant, n'étant pas très loin de Molsheim. Et je me suis dit, punaise, il y a quand même quelque chose à faire. Et depuis mes congés, en fait, j'ai à ce moment-là pris le téléphone et écrit au maire de Molsheim, M. Laurent Fürst, pour lui dire c'est dommage ce qui se passe et il y a peut-être quelque chose à faire. De là, l'histoire a commencé à se mettre en route. J'ai pris contact forcément avec donc les personnes de chez Semois pour leur racheter l'unité de production. Tout un chemin qui est quand même allé assez rapidement, puisque globalement c'est au mois de janvier et c'est le 1er septembre de la même année que je l'ai repris, donc un petit peu comme un accouchement, 9 mois derrière. Je dirais qu'aujourd'hui, 2 ans après, forcément, l'entreprise n'est pas encore rentable parce que qu'est-ce qu'on a repris ? On a repris un bâtiment très très bien situé qui se trouve sur la route des Vins, une des 3 entrées de Molsheim, donc un emplacement extraordinaire et c'est là où j'ai eu le premier coup de cœur. On a repris des gens, des hommes, des femmes, 22 salariés qui étaient sur le site. C'était mon 2e coup de cœur. On a repris un savoir-faire aussi, un savoir-faire qu'on n'avait pas chez Fordwenger. Bien sûr, le chocolat, on connaît le chocolat depuis longtemps. Mais par contre, toute cette institution du moulage à la main, décoré main et ainsi de suite, on ne connaissait pas. Donc on a repris ça. Il y a un truc qu'on n'avait pas repris, on le savait au moment où, mais je pensais pas que ça allait être aussi problématique, on va dire, c'est les clients. Puisque le groupe Semois a repris l'ensemble de ses clients et les a remis sur certains autres sites en France, ce qui était prévu dans l'accord. Mais c'est vrai qu'on est parti avec 0 client. Et si c'était à refaire, c'était sans doute la plus grosse difficulté avec un carnet de commandes à 0. Et je me suis dit, avec Fordwenger, les gens vont nous attendre. Maintenant, en fait, quelque part, quand on est dans un métier, on a des concurrents, ça je le savais. Mais aussi, il y a une confiance, des clients envers certaines marques. On a eu la chance, de par 2 belles opérations, avec Sabrina Keller pour les lapins du Racing, puis l'année dernière avec le lapin de Dubaï, de trouver finalement notre savoir-faire, de trouver aujourd'hui les clés d'entrée pour finalement trouver les clients. Aujourd'hui, c'est une usine qui se porte de mieux en mieux, avec un gros projet également qui aura lieu pour l'année prochaine. Là, on va commencer les travaux. Et voilà, c'est une super aventure humaine aussi, une fierté pour tout le monde de pouvoir reprendre ses salariés qui auraient été au chômage. Et voilà, si c'était à refaire, je le referais avec grand plaisir. Je ferai un peu plus attention à ce poste client qui reste quand même fondamental dans la vie d'une entreprise. Et malgré la marque qu'on peut avoir, les connaissances qu'on peut avoir, c'est vrai que c'est plus simple si on a un carnet de commandes quand même. Et comment t'as géré la transition entre l'ancien modèle et le nouveau ? Est-ce que d'un point de vue organisationnel et humain, est-ce que tu as réussi à créer une dynamique assez rapidement avec les nouvelles équipes ? Est-ce qu'elles t'ont fait confiance tout de suite ?
ou elles ont été un peu dubitatives au départ, ou comment t'as créé ta culture d'entreprise en fait? Confiance tout de suite, je dirais que oui quand même au début. Puisque voilà, elles auraient été au chômage, pour être très clair, donc elles ont adhéré au projet. Après, je pense qu'on a une période de latence où derrière ils ont au bout de 6 mois, 1 an, bien dit mais c'est moi, on faisait comme ci, c'est moi, on faisait comme ci. Cette période en fait de 6-8 mois, elle a été un peu longue pour tout le monde. Et à un moment, on va dire, j'en ai eu marre. J'ai dit bon, maintenant à une réunion, j'ai dit écoutez, avant c'était c'est moi, et je l'ai vraiment fait comme ça. J'ai dit maintenant c'est chez moi. Vous arrêtez de parler, c'est moi, c'était comme si. Maintenant c'est chez moi et c'est Fort Wenger ici. On va tous vivre à la même, parce que on avait une variabilité en fait entre les moyens d'action et la rapidité d'action, on va dire, de cette usine par rapport à ce que nous on a l'habitude dans notre entreprise. Voilà, nous on est une PME, on est réactif, on est au service de nos clients. Les multinationales sont beaucoup plus en réunionnite, on va dire, mais c'est vrai que voilà, ça s'est passé un peu en 3 phases. La première très bonne, une au milieu moins bonne, et aujourd'hui on a des équipes qui adhèrent vraiment au projet et vraiment ouais ça le fait. C'est toujours un bonheur d'y aller en tout cas. Ok. Et avec le recul, est-ce que tu referais la même opération? T'as un peu effectivement détaillé tout à l'heure qu'il y a des points sur lesquels tu serais plus vigilant, mais dans la globalité, est-ce que ouais, franchement, je referais exactement la même chose de la même manière. En vivant ces 3 phases aussi pour les collaborateurs parce qu'elles sont importantes. Je pense que tu as une phase qui est la montée, le bonheur, et un peu comme dans les couples, des fois tu peux un peu, mais finalement ce qui compte, on va dire, c'est la 3e, celle dans laquelle on est. C'est-à-dire on se connaît, que ce soit les collaborateurs, l'entreprise et moi-même, on s'apprécie et on sait que là on arrive à faire grandir les choses. Franchement, oui. Alors peut-être que au moment de signer, je me serais posé d'autres questions, on va dire. Mais sincèrement, si c'était à refaire, je le referais et je changerais même rien de ce que j'ai fait au jour d'aujourd'hui, puisque ce qu'on a fait, c'est déjà énorme. Derrière, voilà, aujourd'hui, on a 28 personnes sur place toute l'année et en saison on passe à une 40aine de personnes quand même, donc voilà, comme tu sais que t'es parti avec 0 client, c'est quand même une belle ascension que nous avons fait déjà. C'est une belle réussite. C'est déjà de la croissance puisque vous avez démarré à 22, vous êtes déjà on est déjà à plus et oui, d'ici l'année prochaine on devrait passer les 45-50 personnes sur le site, avec la création d'une boutique, d'un musée, d'une école du chocolat aussi sur site, plus le rajout de nouvelles lignes de production en fait qui vont intégrer l'usine l'année prochaine. En partant d'une entreprise que tu ne connaissais pas, puisque tu as vu sur les réseaux qu'elle était en faillite, quoi. Enfin, une entreprise que je connaissais devant, pas, mais pas de l'intérieur. Un produit que je connaissais pas aussi, même si le chocolat c'est un produit que bien sûr je connais, mais l'univers du moulage, je ne le connaissais pas qu'en partant de zéro. Et ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'on a l'œil des fois du novice peut être très très bon. C'est ce que je dis en fait, pour casser les marketing, pour casser les usages, on va dire, d'une profession. Un chocolatier pur n'aurait sans aucun doute pas fait ce que j'ai fait avec le lapin de Dubaï, par exemple, tout simplement parce qu'il a ses codes et usages. Et là, avec ce lapin de Dubaï, on a fait ce que moi j'appelle le marketing de rupture. Alors, je sais pas dans les livres de marketing comment ça s'appelle, mais c'est-à-dire que tu es dans un marché mature et à un moment, tu as une innovation qui vient casser en partie le marché mature, pour régénérer finalement du chiffre d'affaires, pour régénérer des volumes. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et au lancement, si tu te dis le 1er septembre, quand je reprends l'entreprise, moi je vais faire une innovation de rupture, ça marche pas. C'est mort. C'est mort, parce que ça veut dire que tu te prends pour plus gros que t'es. On voulait juste faire la même chose et finalement, voilà, on a fait une innovation de rupture et aujourd'hui on en est content et c'est ce qui pérennise et va pérenniser aussi l'entreprise. Ce chocolat de Dubaï, on en parlait avant, c'est qu'il était prévu d'en faire 900. Oui. Finalement, il y en a 200 000 qui sont sortis de tes lignes de production, quoi. Ouais, je le dois beaucoup à mes garçons. Je le dois aussi à Thomas, mon responsable de production, qui avait trouvé cette idée. Mais beaucoup à mes garçons parce que c'est eux qui m'ont dit, papa, ton chocolat, c'est le meilleur du monde. Et le marketing, des fois, il peut être très, très simple. Il faut juste écouter ses proches et ça va bien. Et t'as d'autres projets de reprise, sans forcément rentrer dans les détails, mais ça reste une démarche que tu... Alors moi la reprise en fait je l'ai toujours fait avec des entreprises en difficulté. Au jour d'aujourd'hui j'ai toujours réussi à redresser ce que j'avais à réussir. Ouais, il y a d'autres projets qui vont peut-être venir, mais là c'est vrai qu'on a beaucoup aussi, on se concentre beaucoup sur ce qu'on va faire à Molsheim, en l'occurrence l'école du chocolat, le musée, la boutique, parce que voilà, l'emplacement est absolument extraordinaire sur cette route des vins à l'entrée de Molsheim et on a envie, enfin voilà, moi je m'éclate beaucoup avec ce genre de projet en fait qui allie la créativité, qui allie l'envie de faire plaisir
dire à toutes les personnes qui viendront nous rendre visite, comme on a su le faire à Guerdvillers. Et voilà, je pense que c'est déjà un très très beau projet. Bien sûr, si d'autres opportunités se présentent, on n'hésitera pas. Ouais. Ok. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage passionnant. Eric? Moi, je suis admiratif parce que. Ouais, on l'est tous, je crois. Ouais, je crois qu'on l'a vu. Déjà, le chocolat, ça fait rêver, mais moi, je fais un truc vachement moins sexy, c'est du métal. C'est très sexy aussi, c'est très artistique. Nous, les petits artisans, on est toujours subjugués par ces évolutions rapides et on dirait que tout est bien réglé. Et j'aimerais bien avoir... en tout cas, ça reste un exemple. En fait, merci Steve de partager ça. Je rebondis là-dessus, parce que moi, je trouve que tu es un exemple aussi dans le sens où l'idée de vous faire intervenir tous les deux, c'est qu'on a d'un côté une entreprise et un entrepreneur qui est rompu à la reprise d'entreprise en difficulté, puisque c'était la 4e, et qui a déjà des entreprises en parallèle qui fonctionnent. Et toi, tu es rentré dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans un secteur d'activité que tu ne connaissais pas, et en reprenant les titres d'une société qui était en difficulté aussi. Alors, elle vivotait, parce que c'était... moi, je viens pas du milieu de la finance, j'ai un bagage plutôt technique, je suis informaticien, et puis le hasard a voulu que, pour un projet perso, je rencontre mon notaire qui me dit, il y a une petite boîte à Duttenheim qui est en vente et ne trouve pas de repreneur. Et le chef d'entreprise est vraiment fatigué. Il a 60 ans, il travaille depuis 14 ans, il est un peu au bout du rouleau, il faudrait que quelqu'un puisse l'aider. Là, aujourd'hui, on fait du dessin et on va jusqu'à la pièce peinte. C'est quelque chose qui est magique. De pouvoir sortir en fait une idée et de pouvoir la concrétiser par quelque chose de physique. Et j'ai trouvé ça formidable et l'histoire elle démarre comme ça. Mais c'est l'intuition en fait. L'intuition à ce moment-là qui me dit tiens, il y a un truc à faire là. Et ce qui m'a vraiment je viens d'un milieu un peu abstrait, la vidéosurveillance, l'informatique c'est quelque chose d'abstrait, le milieu technique c'est quelque chose qui est on est dans sa bulle, mais la connaissance transversale de l'entreprise on l'a pas. On ne perçoit pas les problématiques de DRH, on ne perçoit pas les problématiques techniques ou les problématiques simplement financières. Donc, je pense que, en résumé, c'est l'équipe qui m'a plu, c'est l'intuition et c'est le sentiment qu'on a, c'est à notre portée. Et des fois, on s'écoute pas assez, mais je pense que quand on sent que c'est à notre portée, il faut y aller. Il faut, pour moi, l'entreprise, maintenant, je la vois, c'est presque une montagne qui a grimpé. L'entreprise, c'est entre deux prises, vous voyez. Vous êtes tout le temps entre deux prises. Vous montez un cran après l'autre et vous montez comme vous escaladez un escalier. C'est pareil, en fait. C'est toujours entre deux prises. J'ai pu visiter l'entreprise et je dois dire que pour une structure de cette taille-là, Eric l'a organisée comme une grosse PME avec des pôles. On sent que tout est huilé et qu'il y a une vraie performance. Parce que tu as restructuré toute l'organisation de l'entreprise, tu l'as revue, la machinerie, en fait, avait plus de 25 ans. Ouais. Les outils étaient vieux, donc il a fallu passer d'un web moins 2.0 à web 2.0 voire 3.0. Donc l'automatisation, et là en fait la force c'était peut-être l'informatique d'avoir autant de vécu avant dans ces domaines-là, mais les interconnexions et la décomposition des process en petits process qui sont facilement modulables, ça a été une force, je pense. Lucas, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils, en tout cas, pour reprendre une entreprise aux gens qui nous écoutent, s'il y a des futurs repreneurs? Ouais, alors, les conseils. Je parlerai d'une citation de Napoléon. Dans tout ce qu'on entreprend, il faut donner 2 tiers à la raison et 1 tiers au hasard. Si on augmente la première fraction, c'est-à-dire qu'on pense trop, on raisonne trop, on est pusillanime, c'est-à-dire qu'on manque d'audace, on est un peu peureux. Et si on augmente la deuxième, on donne trop de part au hasard, on est téméraire, en fait, on est imprudent, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'il y a une partie qu'on peut maîtriser, il y a une partie qui est au hasard. Celui qui veut tout maîtriser, il le fera pas, quoi. La deuxième, c'est de se donner aussi les chances a priori quand on veut réussir, c'est-à-dire de s'organiser pour être prêt à reprendre. Je pense que l'idée de la reprise d'entreprise trotte dans la tête de beaucoup de Français. Mais pour autant, il faut se donner les chances. C'est-à-dire que si on veut reprendre une entreprise, soyez prêts. Mobilisez
On a des clients qui vendent leur résidence principale et qui retournent en location pour pouvoir avoir les fonds nécessaires à acheter une société, quoi. Et c'est des gens qui quittent leur travail en amont pour dire, bah voilà, le jour où je vois l'opportunité, je peux sauter dessus tout de suite. Si c'est vraiment une volonté, je pense qu'il faut s'en donner les moyens. Et je pense aussi qu'il faut s'imposer un timing. Parce que il vaut mieux une entreprise moyenne reprise tout de suite qu'une potentielle entreprise géniale reprise en 5 ans. Parce qu'en fait, sur les 5 ans, vous aurez déjà payé la première. Qui peut servir de marchepied pour d'autres projets, quoi. Ok. Si je dois résumer à trois. C'est très bien résumé. Il peut y en avoir beaucoup plus. D'accord, en tout cas c'est très bien résumé déjà. Donc en fait, reprendre une entreprise, on peut dire qu'au-delà de l'aspect financier, c'est aussi, donc comme vous aviez dit tous les deux, c'est reprendre des équipes, reprendre un savoir-faire, reprendre donc un aspect humain, un aspect technique. C'est énormément de choses en fait qui rentrent dans l'équation, quoi. Donc c'est chaque fois des belles aventures. Merci à nos invités pour leur témoignage et leur éclairage. C'était Destin d'entreprise et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.